Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Granger? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à mentionner cette compagnie ici sur Top Invest. Très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. OK? Déjà, même quand on parle de watchlist ici, je vais faire ça rapidement. Je la mets directement dans ma watchlist. OK? On la prend, on met ça là et je mets watchlist. Boum! Validé. OK. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on va rapidement droit au but. OK. C'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, faites attention, les bénéfices nets ici, on aura un impact positif sur les bénéfices nets ici. Faites attention, bénéfices nets par action. Ça ne veut forcément pas dire que les bénéfices nets en termes de volume ont augmenté. Même si c'est le cas, ils ont augmenté. OK. Rassurez-vous. Maintenant, Surface Graft. C'est un business qui s'échange à 20 fois les bénéfices. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si je l'achète par rapport aux prévisions futures, est-ce que les prévisions en question ont tendance à être justes? Oui, elles ont tendance à être justes ici. Donc, c'est-à-dire que les analystes ont tendance à ne pas se tromper par rapport à ces prévisions-là. OK? Il faut également voir que les bénéfices, ça, ce sont les prévisions de bénéfices nets par action. Et les bénéfices nets par action ici sont impactés par le nombre d'actions et le volume des bénéfices nets. Or, le volume des bénéfices nets peut être stable alors que le nombre d'actions diminue, ce qui aura un impact positif sur les bénéfices nets par action. Ne l'oubliez jamais. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez quelque chose par rapport aux bénéfices nets, il faut toujours regarder à peu près le tableau dans son ensemble, pas juste avec cette vision-là. OK? Parfait. Nous avons une entreprise ici qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices, qui est assez prévisible ici. D'accord? Vous constatez que si on se négocie à 20 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend en 2025 ici, elle a une dette nette assez gérable ici. Donc, on peut même mettre cette information-là de côté. Nous avons une entreprise ici qui pourrait rapporter aux alentours, qui pourrait valoir aux alentours de $817 l'action. Donc, on pourrait se dire qu'on est légèrement sous-évalué par rapport à ce qu'on attend en 2025. Légèrement. OK? Par rapport à ce qu'on attend à peu près en 2023 ici, est-ce qu'on est correctement évalué? L'entreprise pourrait avoir une valorisation aux alentours de $717 à l'action. Par rapport au bénéfice net de 2024, ici, on pourrait être à $776 à l'action. Ce qui nous conforte à l'idée de dire ici que cette compagnie-ci est correctement évaluée. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement-là? Bah oui, c'est mon raisonnement, mais je ne suis pas d'accord avec, tout simplement parce que c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il est important de lire les rapports financiers. OK? Très, très important de lire les rapports financiers. Granger fait quoi? Granger vend des produits ici, des produits, on va le dire comme ça. Ce sont des produits ici qui sont destinés à différentes industries, d'accord? Et ces différentes industries-là achètent des produits chez Granger par rapport à leurs dépenses en capital. D'accord? Ça peut être des boulons, ça peut être des vis, des pièces, c'est pas moi. En fait, ils vendent en fait des produits pour des entreprises, pour des grandes industries. D'accord? Ça peut être des tuyaux. Il y a énormément de produits. Ils ont énormément de. La gamme de produits est tout simplement énorme. Ce n'est pas que Granger fabrique ces produits-là, non. C'est un peu comme un middleman. D'accord? Donc, ils sont au milieu un tout petit peu. OK? Donc, c'est-à-dire qu'ils achètent chez des clients, chez des fournisseurs. D'accord? Par exemple, ils peuvent avoir comme fournisseur une entreprise comme. Comment on appelle encore ça, l'entreprise qui me vient en tête rapidement ici? Elle peut avoir comme fournisseur Caterpillar. C'est un exemple. Elle peut avoir comme fournisseur Caterpillar et elle revend des produits de Caterpillar à une autre industrie ici qui en a besoin. OK? C'est un exemple. Ou bien avoir comme client ici Fastenal. Très belle entreprise également. OK? Qui vend à peu près des vis ou des choses comme ça. Vous dites que c'est des vis. Oh, mais ça ne rapporte pas d'argent, mais c'est un gros business. Un très, 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 très gros business. Juste le fait que vous n'ayez pas la bonne vis, ça peut impacter négativement la bonne marche d'une usine. D'accord? Une usine de production peut-être de jus en bouteille ou des choses comme ça, juste parce que vous n'avez pas la bonne pièce. Donc, il est très, très important d'avoir généralement la bonne pièce. OK? Et il est très, très important donc d'avoir un fournisseur ici qualitatif. Et voilà, Granger, généralement, c'est ce type de fournisseur-là. Donc, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord par rapport au fait que cet employé ici soit correctement évalué, c'est dans le sens où, quand on va regarder les bénéfices nets ici en termes de marge, d'accord, on va se dire ici que nous avons une entreprise ici qui a des marges de bénéfices nets aux alentours de combien en date d'aujourd'hui. Les marges de bénéfices nets ici, les marges de bénéfices nets ici en date d'aujourd'hui, on va les retrouver aux alentours de 10,55%. Et vous allez voir que les analystes ont tendance à extrapoler ces bénéfices nets-là. D'accord? C'est pas qu'ils ont forcément tort, hein, mais regardez cette compagnie ici dans son ensemble. Vous constatez quoi? On a déjà eu des bénéfices nets de 5% ici. Après ça, on a eu combien? Entre une moyenne ici, entre 2000 et 2002 ici, on a eu 3%.
n'est-ce pas? Après ça, on a commencé à avoir des bénéfices nets, des marges de bénéfices nets de plus en plus croissants ici, jusqu'en 2013, d'accord? Et de 2013 à peu près jusqu'en 2017, on avait des bénéfices nets de moins en moins élevés. Donc, on peut dire ici que c'est une compagnie cyclique. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé entre fin 2014 ici et 2016 ici? Vous allez voir ici que ça a un lien ici avec la baisse du prix des commodités. Et quand on dit commodité, ça peut être le maïs, ça peut être le pétrole, ça peut être le gaz. Comme je vous l'ai dit ici, elle sert à peu près différentes industries. Okay? Et ces industries-là sont impactées positivement ou négativement par le prix de certaines commodités. Elle le dit. Cette partie-ci est importante dans la partie des risques. Weakness in economy, market trends and other conditions affecting the profitability and financial stability of Grainger customer could negatively impact Grainger's sales growth and result of operation. Ça, c'est un peu générique. Donc, on dit ici que le ralentissement économique ici, ou bien les tendances ici de marché ou de marché pourraient avoir un impact négatif sur la stabilité des bénéfices, sur la stabilité financière des clients de Grainger. D'accord? Ce qui pourrait impacter les revenus, la croissance des revenus de Grainger ainsi que ses opérations. Donc, elle vous mentionne ici que economic, political and industry trends affecting Grainger business affect Grainger business and environment, comme toutes les entreprises. Grainger serves several industry and market in which the demand for its products and services is sensitive to the product's activity. Pour faire simple ici, on sert plusieurs clients ici on sert plusieurs industries ici, d'accord? Donc nos clients sont localisés dans plusieurs industries et la demande de ces clients-là par rapport la demande de produits, la demande de nos, enfin la demande, d'accord, de ces clients-là pourrait ralentir s'ils sont affectés, si leur production est affectée. D'accord? Donc, c'est pourquoi? Parce que la production de ces entreprises-là est littéralement affectée par à peu près l'environnement politique, d'accord? Enfin, l'environnement politique ou bien l'environnement économique ou bien le fait qu'il y ait à peu près la hausse d'une commodité ou bien la baisse d'une commodité. D'accord? On peut voir ici, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. D'accord? On peut également le prendre comme ça. D'accord, et aller le mettre sur DeepL pour aller avoir à peu près la traduction pour faire simple. Donc, on vous dit ici que la plupart de nos clients ici sont sujets ici à des variations cycliques. D'accord, cette fluctuation cyclique pourrait amener un tout petit peu d'incertitude sur le marché, sur le marché de nos clients finaux, ce qui pourrait avoir un impact sur nous. D'accord, ce qui veut dire que quand je regarde les bénéfices nets de cette compagnie-ci, je peux voir plus clair. Je dis, oh, ok. Donc, nous avons une industrie ici qui est à peu près cyclique. Ok. Et si elle est cyclique, qu'est-ce qu'on fait? On doit normaliser les résultats. D'habitude, on peut normaliser ici les bénéfices nets, mais vous pouvez également normaliser les marges. Dans ce cas de figure, je pense qu'on peut la normalisation des marges s'impose. Ce qui veut dire quoi? Sur les 20 dernières années, cette entreprise ici rapporte à peu près 6,92% en termes de bénéfices nets. Sur les 10 dernières années, on a à peu près rapporté 7,38%. Ok, donc ça veut dire que si je prends 6,92 ou bien 7,38, il y a de bonnes chances que je sois au niveau de la moyenne. Ok, vu que nous on était très gentils, on s'est dit qu'ok, actuellement on rapporte du 10%, ok, il y a de bonnes chances que ce business-ci retourne à peu près aux alentours des 8% par là. Ok, donc aujourd'hui par exemple, on a à peu près un cycle qui est assez haut. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais Grainger fait beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est judicieux pour nous de prendre du 11,93%? C'est ce qu'elle a rapporté sur le dernier trimestre. On a des marges bien plus élevées que ça. C'est la première fois qu'elle a des marges aussi élevées. Moi, mon but n'est pas de venir acheter une entreprise ici avec des marges qui sont exceptionnellement impactées par la variation d'une commodité. Non. Je veux juste prendre une certaine moyenne. C'est la raison pour laquelle je suis resté sur le 8% de rendement. Et si je prends 8% ici, les marges de bénéfices nets, j'aurais tendance à avoir des bénéfices nets par action moins élevés que ce que les analystes attendent ici. Donc, si je m'abandonne à l'estimation des analystes, j'aurais tendance à me tromper ici. Et vous allez voir ici que tu as dit que les analystes ont tendance à avoir raison. Mais oui, je vous ai également indiqué que l'entreprise rachète ses actions massivement. Massivement. Ce qui veut dire qu'il pourra avoir un impact sur les bénéfices nets ici. Parce que ça sont les bénéfices nets par action. Est-ce que je peux avoir les bénéfices en termes de volume? C'est une information que je n'ai pas ici. Donc, sur Grainger, je dirais une chose. Je ne pense pas que cette compagnie-ci soit correctement évaluée. À mon goût, c'est simple. Ok?
Soyons même optimistes. Au niveau de la croissance, disons, parce que les analystes attendent à peu près 20 milliards en termes de bénéfices nets ici. C'est possible en termes de revenus d'ici 2025. Ça, c'est possible. Mais en termes de marge, je ne fais pas confiance aux marges. Je ne pense pas qu'on va garder des marges aussi de 11% pendant très longtemps. OK? C'est la raison pour laquelle je vais me limiter à des marges de 8%. Et si je prends ça et que j'extrapole un tout petit peu par rapport au prix actuel, disons qu'on l'achète ici à 20 fois les bénéfices, d'accord? Il lui reste à peu près 50 000, on a à peu près des bénéfices nets ici aux alentours de combien? On a à peu près des bénéfices nets ici aux alentours de... Excusez-moi, on a à peu près un nombre d'actions ici aux alentours de 50 millions, donc 50,5 si vous voulez, divisé par 50,5, ce qui veut dire que je n'achèterai pas cette compagnie si à plus de 633 $ l'action. D'accord? Aujourd'hui, on est à près de 800 $ l'action. OK? Donc pour moi, Grainger ici n'est pas correctement évaluée. Elle est légèrement surévaluée. OK? Et je vous ai donné mes hypothèses. Je vous ai donné également mon avis. Vous allez voir ici que quand vous allez prendre le Commodity Price Index, entre 2014 et 2017, vous allez constater que les prix des différentes commodités avaient diminué. Donc, ça veut dire que pétrole, gaz, minerais de fer, etc., tout ceci. Donc, ça, c'est à peu près un index qui englobe tous ces éléments-là. Vous allez voir qu'elle a gagné beaucoup d'argent en 2022. Et vous allez voir également que la dépense en capital ici est généralement en retard. Que ce soit au début du cycle ou bien à la fin du cycle aussi. C'est-à-dire qu'au début du cycle, c'est-à-dire que quand les clients finaux gagnent de l'argent, ils auront tendance à dépenser à partir de l'année prochaine. Et quand ils perdent de l'argent, aujourd'hui, ils auront tendance à réduire leurs dépenses ici à partir également de l'année suivante. Donc, il y aura toujours un décalage. Donc, ça veut dire que cette année, elle peut gagner beaucoup d'argent. Elle peut gagner des marges de 11-12% ici, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça sera la même chose. Même si les analystes le pensent ici. C'est la raison pour laquelle il faut souvent avoir une compréhension même du business model en lui-même. Il faut que ce business model-là vous parle. Il faut à peu près connaître ici quels seront les impacts positifs ou négatifs sur nos clients finaux. Parce qu'on dépend de nos clients finaux. Ce que j'aurais également aimé avoir dans les rapports financiers de Grainger, c'est à peu près avoir la segmentation des revenus dépendamment ici des commodités, d'accord? Ou bien pas des segments d'activité, mais dépendamment des commodités. Par exemple, on peut vous dire ici, dans le secteur ici, ou bien dans le segment agricole ici, on a ça. Vous savez que quand on parle d'agriculture ici, ça peut être des industries qui exercent ici dans tout ce qui concerne l'exploitation ici, la transformation ici du maïs, ou bien la transformation du soja, ou bien également les engrais, ce genre de choses-là. Si on prend le secteur et de l'énergie, ici, on va se dire qu'OK, on a la transformation ici dans le segment comment on appelle ça? Le charbon, on a peut-être également ici le pétrole, on a le gaz, ok? Si on vous dit ici le segment minier, dans le segment minier ici, on peut avoir à peu près le minerai de fer, on peut avoir, même si l'énergie également c'est un segment minier, mais voilà, on passe ça. Donc on peut avoir le minerai de fer, on peut avoir la bauxite, on peut avoir le cuivre, etc. Donc tout ce qui touche à une industrie de transformation ici, vous allez voir que Grainger, ils auront tendance à être clients de Grainger. C'est-à-dire que les commodités également n'évoluent pas dans le même sens. Parfois, le cycle peut être haussier sur le segment du pétrole, alors que sur le segment ici du cuivre, il est haussier. Donc, il faut faire attention ici. C'est pour ça que l'index ici est un peu intéressant. Donc, au niveau de l'index ici, on peut voir que si on fait une certaine normalisation, on va rester aux alentours ici des 500. OK? Des 500. OK? En date du jour, on est à 600. Donc, là, on revient à peu près à une certaine moyenne. Donc, si on revient à une certaine moyenne ici, on aura également tendance à avoir des marges moyennes ici. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, je pense, et quand vous allez lire les rapports financiers de Grainger, vous allez voir que c'est impacté positivement par la période actuelle. Elle a la capacité d'augmenter les prix. Or, quand tes clients finaux ne gagnent pas beaucoup d'argent ou bien sont en mode maintenance, toi, tu veux vendre. Donc, c'est-à-dire que parfois également, tu vas avoir tendance à baisser les prix pour au moins booster les volumes. OK? Et tu pourrais peut-être te rattraper au niveau des volumes. Donc, il faut faire attention par rapport à Grainger. D'accord? Elle n'a pas des marges très stables dans le temps. OK? Ce n'est pas plus violent. Quand je dis le niveau de stabilité ici, le niveau d'instabilité également n'est pas très élevé. Attention, d'accord? Mais c'est quelque chose à prendre en considération par rapport au cycle actuel. Donc, nous avons un business ici qui est impacté positivement par le cycle actuel. Et c'est la raison pour laquelle je maintiens à peu près le fait que les marges actuelles ne sont pas durables. Et je pourrais me tromper. Et puis d'ailleurs, je me réserve le droit de le faire. Mais je ne prendrai pas des marges de 12 ou plus. Je serais très mal à l'aise à prendre des marges actuelles. Je serais très mal à l'aise à le faire. Maintenant, si vous pensez le contraire, n'oubliez pas. Ceci doit être basé ici sur des arguments palpables, tangibles,
OK, donc allez-y rechercher ici, dites-vous OK, moi je pense que le prix de la commodité va rester à tel niveau selon tel ou tel ou tel argument. Et c'est par rapport à ça que je base ici mon raisonnement et ma thèse d'investissement sera basée dessus. Moi, je ne sais pas quel sera le prix des commodités demain ou après-demain. Tout ce que je veux savoir, tout ce que je sais, c'est que nous avons une belle entreprise ici qui, selon la variation du prix des commodités, pourrait être impactée positivement ou négativement. En date d'aujourd'hui, elle est impactée positivement, donc c'est-à-dire que je dois prendre mes précautions. Donc également, c'est un business qui s'échange à 20 fois les bénéfices. Je sais également que c'est un business que je vais avoir tendance à vouloir choper aux alentours de 15 fois les bénéfices par là, parce que ça reste également une entreprise qui est impactée de manière positive par les cycles. OK? Donc, s'il fallait même y investir en date d'aujourd'hui, je ne dépenserais pas plus de 500 dollars l'action ici pour cette compagnie-ci à 15 fois les bénéfices, tout en sachant que ces bénéfices nets peuvent être impactés négativement dans le futur. Mais c'est une très belle entreprise. OK? Donc, à chaque fois que je dis ici, lisez les rapports financiers parce que c'est important. Vous pouvez avoir un avis complètement différent de l'analyse que vous avez faite, de l'analyse quantitative que vous avez faite dès le départ. Parce qu'ici, si je reste au niveau des chiffres, je vous dis que c'est correctement évalué. Non. Je sais que je pense que j'ai fait un tout petit peu d'effort en lisant les rapports financiers de cette compagnie-ci. Et quand il y a quelque chose qui ne me semble pas correct, je préfère vous donner à peu près mon avis ici et vous dire ici que voilà pourquoi est-ce que mon raisonnement sera impacté dessus. Donc vous allez voir ici que par rapport à ma dernière analyse ici, je resterai sur le même avis. D'accord? Oui, aujourd'hui, le marché à peu près nous donne tort. D'accord? Je ne sais pas pendant combien de temps, mais tant que mon avis ne change pas, je reste à ces niveaux-là. Et je vous ai donné mes arguments. Vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, mais je vous ai donné mes arguments. Maintenant, si vous avez un avis contraire, vous avez également basé cet avis-là sur des éléments palpables. Faites très attention, c'est important. Parce que dès le moment où il y a des secousses ici, c'est souvent bien de revenir ici sur la thèse d'investissement de départ. Ok, j'ai acheté cette compagnie, pourquoi? Oh, j'attendais des marges de 11%. Oh, là, on se retrouve avec des marges de 9%. Peut-être que ce serait bien de commencer à... Qu'est-ce qui impacte les marges en date d'aujourd'hui? Ce serait peut-être bien d'un tout petit peu les ajuster ici. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, c'est bien l'analyse quantitative, mais il faut souvent oublier qu'il peut y avoir un biais positif ou négatif ici, dépendamment du niveau de connaissance de la compagnie. Il y a également des compagnies, des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas des bénéfices nets positifs, mais qui pourraient valoir bien plus que ça du point de vue valorisation, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui en fait se produit en date d'aujourd'hui dans la compagnie. Je prends tout l'exemple d'une compagnie ici qu'on appelle Cheniere Énergie. Très belle entreprise, mais vous allez remarquer qu'en date d'aujourd'hui, elle est impactée positivement par le prix de la commodité. Vous allez voir ici que oui, le prix va baisser, etc. Elle va être impactée négativement pour les années à venir, mais en fait, si je vous dirais que si vous dites que cette compagnie-ci n'est pas surévaluée, elle est même peut-être sous-évaluée en date d'aujourd'hui, vous allez me dire que non, c'est faux. Mais quand vous regardez son business model ici, vous allez comprendre qu'elle se positionne par rapport aux produits qu'elle vend ici aujourd'hui. Elle aura tendance à avoir des revenus de plus en plus récurrents dans le futur. Et ces revenus-là sont impactés, certes positivement, par le prix de la variation du gaz, d'accord, aux États-Unis. Mais attention, quand le prix du gaz se retourne ici, elle gagne quand même de l'argent. Je ne dirais pas qu'elle gagne plus d'argent, mais en fait, il y a un certain seuil qu'elle ne peut pas aller en dessous d'un certain seuil. OK? Donc, faites très attention par rapport à ça. OK? Donc, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez signer un contrat ici de 15 ans de l'orgue, ici de 1 million de dollars par an. Qu'importe le prix de la commodité, vous allez payer 1 million de dollars. Maintenant, si le prix de la commodité est à un niveau plus élevé, elle peut se garder une commission supérieure. Donc, ça veut dire que si le prix de la commodité est à un niveau élevé, je gagne plus d'argent. Si le prix de la commodité est à un niveau, est à un niveau moins élevé que d'habitude, je gagne au moins un certain niveau minimum. D'accord? Il y a un minimum ici. Donc, c'est-à-dire que peut-être que le but maintenant est de savoir à peu près quels sont les volumes de vente ici par rapport au contrat qu'on a signé. Je vous encourage à aller lire ça ici. En fait, elle vend du gaz naturel liquéfié ici. Dans le sens où, en fait, elle a les usines et voilà. Quand Total Energy veut acheter du gaz aux États-Unis, du gaz naturel liquéfié pour aller le revendre en Europe ici, elle va payer une commission à Cheniere Énergie tout simplement parce que les usines de Cheniere Énergie permettent de liquéfier ce gaz-là. Parce que le gaz à l'état naturel n'est pas liquide, d'accord? Je pense ici, il n'est pas liquide, donc si je ne me trompe pas, je ne pense pas me tromper d'ailleurs, il n'est pas très liquide, mais par un procédé chimique, on arrive à le liquéfier afin de pouvoir le transporter. Et une fois qu'on l'a transporté, et pour pouvoir le liquéfier, il faut passer par les usines de Cheniere Énergie qui sont localisées généralement au niveau des côtes américaines. Et ce qui veut dire ici que si je veux exporter du pétrole aux États-Unis, je ne peux que faire affaire ici, des États-Unis vers l'Europe, je dois absolument faire affaire ici à Cheniere Énergie. D'accord, c'est également une bonne chose pour GTT dans le sens où, voilà, les méthaniers en question, c'est GTT qui va les faire parce qu'ils ont la technologie nécessaire ici. Mais vous pouvez voir que Cheniere Énergie maintenant ne vend pas le gaz ici au prix du marché. Non. D'accord? Cheniere prend une commission
par rapport au volume de vente et vous signez des contrats à l'avance. Et ce sont des contrats ici take or pay, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas les volumes demandés, parce que par exemple, vous vous rendez compte que le prix de la commodité à un niveau assez élevé, etc., donc vous n'avez peut-être pas les moyens de payer, ce n'est pas le problème de Cheniere, vous payez quand même. D'accord? Vous payez quand même. OK? So, je pense que Cheniere Energy, par exemple, si vous allez lire les rapports financiers, vous allez avoir un avis totalement. Si une entreprise qui a un pricing power, elle a également un moat. Mais si vous regardez ces rapports, ces états financiers, c'est pas beau à voir. Tout simplement parce que ces usines, en fait, n'étaient pas encore prêtes avant 2022. Aujourd'hui, elle est en pleine production. Ok, la plupart de ces usines sont prêtes, donc il y a de grandes chances qu'elle commence à gagner énormément d'argent dans le futur. Donc, je ne dirais pas que cette compagnie-ci est surévaluée en date d'aujourd'hui. Faites très attention. Ok, donc il y a des entreprises comme ça que vous pouvez voir. Si vous n'allez pas regarder en profondeur, vous aurez un avis totalement, vous êtes un peu différent. D'accord, donc c'est le cas ici avec Grainger. C'est une belle entreprise, mais je suis mal à l'aise avec cette entreprise au prix actuel. Je préfère encore rester sur les lignes de côté, l'attendre ici à un prix aux alentours de 15 fois les bénéfices avant de prendre à peu près un avis. Donc, c'est-à-dire que si on me la vend ici aux alentours de $500 l'action, $540 l'action, on pourrait peut-être réfléchir. Idéalement, on aimerait avoir un prix bien plus bas que ça, mais encore sans prendre en considération les marges actuelles, etc. D'accord? Parce que ici, ce sont des marges de 10%. Maintenant, le 10%, est-ce que c'est un objectif du management? Ça, c'est encore quelque chose à aller voir. Ok? L'industrie en question, il faut regarder les concurrents, quelles sont les marges généralement dans cette industrie, etc. OK? So, voilà pourquoi j'aurais tendance à avoir un avis j'aurais un tout petit peu de retenue par rapport à la valorisation de Grainger. Je ne dirais pas qu'elle est correctement évaluée. Pour moi, ici, cette compagnie est légèrement surévaluée. Ok, je resterai sur le même avis que sur la première vidéo, d'accord? Même si le prix est totalement différencié aujourd'hui et que ceux qui l'ont acheté à $600 ont gagné beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, soyez prudents par rapport aux marges, d'accord? Si vous avez un avis contraire, lisez le rapport financier et faites-vous votre propre avis, d'accord? Donc, on se donnera rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme je l'ai mentionné ici, Grainger, c'est une putain de belle entreprise. Merci.